Je vais donc vous parler de l'âge d'or des chevaux à Paris. Ce sont surtout les années 1880-1905 qui peuvent être qualifiées d'âge d'or pour les chevaux, même si, comme nous le savons tous, Paris a été souvent qualifié d'enfer pour les chevaux. Pour vous donner une petite idée, la population de Paris intramuros en 1901 était de 2 660 559 habitants. Et quand on sait qu'entre 7h et 8h du matin, à cette époque-là, Paris s'éveillait avec 80 000 chevaux dans les rues, c'est-à-dire qu'en gros, on peut dire qu'il y avait un cheval pour 30 habitants. Il y avait 15 550 chevaux qui tiraient 1800 omnibus, transportant annuellement 240 millions de voyageurs sur 457 km de lignes intramuros. 15 500 chevaux, c'était que pour la Compagnie Générale des Omnibus, puisque deux autres petites compagnies l'aidaient dans son transport, et ça faisait 17 496 chevaux en tout. Environ 15 000 chevaux et 14 267 fiacres attendaient les voyageurs aux gares et à des stations bien déterminées. 305 chevaux attelés à 123 tilburys et 123 fourgons des postes à Paris faisaient 10 fois par jour, de 7h30 à 22h20, les allées et venues des bureaux de tri aux gares jusqu'à l'hôtel des postes, où le courrier était centralisé et avant d'être distribué aux particuliers 3 fois par jour par des facteurs à pied ou à vélo. 300 chevaux et 100 corbillards de classes diverses faisaient leur funeste voyage. 100 chevaux répartis dans 2 stations d'ambulance véhiculaient du domicile à l'hôpital les malades contagieux, et il y en avait beaucoup, les varioleux, les diphtériques, les cholériques, les tuberculeux et les blessés. À cela s'ajoutaient 18 700 voitures de livraison, attelées selon les cas à 1, 2 ou 4 chevaux. 1800 véhicules de sécurité avec les pompiers qui circulaient à bride abattue pour éteindre les incendies qui étaient très fréquents, les fourgons cellulaires qui embarquaient les voyous, et il y en avait aussi beaucoup paraît-il, les fourrières qui ramassaient les animaux errants pour lutter contre la rage, les fourgons d'hygiène que l'on appelle les torpilleurs, excusez le terme, quelquefois les pompes à merde, c'est-à-dire les véhicules qui collectaient les seaux hygiéniques et qui vidaient les fosses septiques. Aux heures plus avancées s'ajoutaient 9000 attelages de bourgeois et bourgeoises qui vaquaient à leurs affaires, à leurs courses ou à leurs promenades, et 305 chevaux qui étaient montés par la police pour veiller à la sécurité, éviter ou disperser les attroupements. Mais ce n'est pas tout. Cette période a été marquée par d'autres grands événements qui ont été une époque charnière pour les chevaux. 1889 et 1900, donc les 2 dates des expositions universelles, circuleront pendant ces dates-là encore 10 fois par jour des cortèges des officiels venus visiter les expositions. Mais grâce à ces 2 événements exceptionnels, Paris va devenir un grand centre touristique international, un centre d'échange culturel international, mais aussi et surtout un centre industriel très important, puisque des grosses usines automobiles comme Renault, Citroën de Dion-Bouton vont s'installer, mais légèrement en périphérie. Mais voici aussi Paris marqué par la montée du féminisme, comme dans beaucoup d'autres pays d'Europe. Les femmes rêvent du droit de vote, mais pas seulement. Elles votent aussi d'indépendance, et le cheval va devenir le compagnon d'émancipation des femmes. Elles rêvent de conduire leurs propres attelages, de monter en Amazone certes, mais surtout à califourchon et de porter le pantalon, de rivaliser avec les messieurs. Des écuyères de renommée internationale et des écrivaines comme Colette et son colo Coco n'hésitent pas à s'exhiber à califourchon dans les rues de Paris en portant le pantalon, mais les humoristes vont se déchaîner. Avec la prestigieuse exposition universelle de 1900, Paris devient aussi la capitale mondiale de la mode. En 1900, il existe déjà une vingtaine de maisons de couture réputées,
qui font les vêtements pour femmes. Cette féminisation de l'équitation va profiter également à tous les grands magasins qui sont installés à Paris et qui, eux, vont éditer des catalogues. La mode cavalière pour dames va se démocratiser très vite. On va proposer dans ces catalogues et dans tous ces magasins des tenues de ville, des tenues de manège, des tenues de chasse, des tenues de pluie, des tenues de voyage. Depuis le 1er mai 1889, une véritable tradition s'est instaurée à Paris. Les dames sortent en véhicule qu'elles conduisent elles-mêmes, mais au fil des années, leur nombre va devenir si considérable qu'elles furent bientôt accablées de tous les maux, et c'est pour échapper aux qualificatifs violents des cochers professionnels qu'elles ont cherché un moyen d'exercer leur art de la conduite sans craindre pour leur dignité. Elles excluent les grands chevaux carrossiers de l'époque, les gros véhicules et les grooms. Les voici indépendantes avec des véhicules qui sont conçus pour elles. Les constructeurs leur proposent des landaux, des calèches, des coupés de ville, des phaétons qui vont évoluer selon les saisons. Ils harmonisent les étoffes, la laine, la soie, les galons, les passementeries. Un chroniqueur de l'époque écrit d'ailleurs « À la nuit tombante, c'était une féerie que de regarder ces somptueuses voitures attelées de chevaux fins, au trot si relevé. Quel spectacle coloré et grandiose que celui des attelages menés par de si souriantes coquettes dans leurs toilettes mousseuses et emplumées. » En 1906, les femmes, bien sûr, quelques femmes, demandent l'autorisation de conduire des fiacres à la préfecture de police. En février 1907, 6 d'entre elles obtiennent leur certificat d'aptitude et une loi promulguée le 20 février autorise dorénavant les femmes à devenir cocher, un métier jusque-là réservé aux messieurs. Depuis les années 1860, les cirques sont appelés théâtres équestres, car les 2/3 du programme sont des évolutions à cheval ou avec le cheval. Dès les années 1880, toute leur réputation sera faite surtout grâce à de brillantes amazones que l'on nomme écuyères et qui sont de véritables divas de la cravache. En 1901, un journaliste de Femina écrit « L'écuyère de haute école constitue l'aristocratie du cirque. Jolies filles, cavalières accomplies, elles emportent dans leur bagage au moins 3 chevaux, 2 de haute école et un sauteur, valant chacun vers 1890 20 000 francs de l'époque, ce qui vaut actuellement à peu près à 63 000 € chaque cheval. Elles fascinent, elles sont enviées, elles sont courtisées. Louise Loisset épouse le comte Rossi, Clotilde Loisset épouse le prince de Reuss, et même le grand maître Mollier épousera la sublime Blanche Alarty. Leurs chevaux sont aussi célèbres qu'elles. D'Artagnan, Moscou, Don Juan, Rutler. La presse parlait du pur sang élégant et racé de Marguerite Dudley, du prestigieux étalon persan de Yola de Nice. Mademoiselle Adèle sortait à reculons sans bride sur un cheval arabe blanc de lait. Thérèse Rennes sautait à la corde avec son beau gris. Blanche Alarty s'exhibait dans une incroyable cabrade sur d'Artagnan. Bref, en 1900-1906, les statistiques font état de 200 à 300 parisiennes et jeunes filles qui enfourchent à Paris leurs chevaux chaque matin et fréquentent de plus en plus les manèges. Et d'ailleurs, au manège Pellier de l'Étrier, chaque mardi et vendredi, de 17h à 19h, les meilleurs amazones et cavaliers présentaient une équitation savante, une reprise ouverte au public. Et on peut lire dans La Vie illustrée, leurs montures sont de très jolis chevaux de race, bien mis, puissants dans leurs hanches et galants dans leur bouche. Même le président de la République honore parfois de sa présence ces reprises publiques.
comme il assiste d'ailleurs aux courses où le prix du président de la République attire la foule. Les Parisiens d'ailleurs connaissent très bien Brest, Cherbourg, Jupiter, Coquelicot et Vizir qui sont attelés à la Daumont de Gala et qui font partie des 12 chevaux de la République. Les grands maîtres de l'équitation s'intéressent sérieusement à l'équitation féminine. Dans leur manuel, ils dédient dorénavant un gros chapitre à l'équitation des dames, leur prodiguant moult conseils pour le choix du cheval, pour son dressage, même pour la tenue vestimentaire à adopter pour être dans le bon ton. Mollier condamne le cheval commun et trapu, au boulet abondamment garni de poils. Il conseille un cheval de 1,55 m pour une cavalière de taille au-dessous de la moyenne, un cheval de 1,57 m à 1,60 m pour une femme de taille moyenne et un cheval de 1,60 m à 1,65 m pour une grande femme. Un cheval étroit pour une personne mince, plus doublé pour une personne étoffée, de façon à ce que l'assiette de l'Amazone ne déborde jamais du dos du cheval. C'est très bien dit. Il conseille un hack pour la promenade et un hunter pour la chasse, mais toujours un cheval de bon caractère, avec une bonne mise en main, une certaine dose de sang, l'obéissance aux hanches, une bouche parfaite et des allures très franches. Quant à Charles Lebrun-Renault, il conseille un cheval qui galope avec légèreté et calme, un cheval doux, ni peureux ni craintif, ni rétif, ayant des formes sveltes et élégantes, une croupe longue, large, fortement musclée et légèrement inclinée. Pour la chasse, lui aussi recommande un hunter, fortement musclé, ayant des jarrets solides, le rein et les dos courts. Bizarrement, en 1910, dans plusieurs journaux dans Femina, on lit « Tout commença avec des chevaux pis, puis les cavalières enfourchèrent des chevaux plus capricieusement tachetés, avec des places blanches dessinées sur l'étage B, comme d'invraisemblables cartes de géographie. Pour ces chevaux de luxe, des laboratoires conseillent de leur donner du lait et des carottes, alors que ces mêmes laboratoires conseillaient du vin et du sel pour décupler les forces du cheval de trait. Il faut dire qu'à cette époque-là, le vin faisait encore partie souvent du salaire que l'on donnait aux ouvriers. Mais les années 1899 à 1905 sont aussi des années de chaleur intense qui s'abattent sur Paris. Les chevaux souffrent et l'opinion publique s'inquiète pour eux. En 1900, la SPA lance une grande distribution gratuite de chapeaux de paille pour tous les chevaux qui martèleraient le sol de Paris. On organise même des concours du plus beau chapeau de paille. Mais ces brusques poussées de chaleur interpellent aussi l'opinion publique et la presse. Les 100 000 chevaux dans les rues de Paris aux heures de pointe sont mis en cause. Le crottin de cheval est accusé de tous les maux. Empoisonnement de l'atmosphère, danger pour la respiration, réchauffement de l'air. Pour beaucoup, l'arrivée de la voiture serait la solution. En 1900, à la veille de l'exposition universelle, Octave Uzanne assène un coup en écrivant dans Le Monde moderne « Nos vieux omnibus ne reflètent pas le dernier cri du progrès. Ils représentent l'esprit vieillot et conservateur qui caractérise notre nation. Paris ne doit pas rester la capitale du monde la plus arriérée. » En 1900 toujours, Le Figaro titre « Le pic de pollution à Paris est dû au moteur à crottin ». En décembre 1904, le président Loubet sort officiellement, non pas dans sa Daumont, mais dans sa voiture. Dans le magazine Je sais tout, on lit que le président Loubet, pourtant longtemps réfractaire à l'emploi de la locomotion mécanique, s'est laissé convaincre et a fait l'acquisition d'une automobile. Serait-ce l'adieu aux chevaux de la République ?
De plus en plus nombreuses, les voitures cohabitent difficilement avec les attelages. Encombrements et accidents se multiplient. Fin janvier 1907, le préfet de police de Paris impose une nouvelle circulation sur les Champs-Élysées à titre de test. Les voitures à chevaux circuleront dorénavant sur les bas-côtés de la chaussée, tandis que la partie médiane sera réservée aux voitures automobiles. Quelques jours plus tard, le 8 février 1907, les journalistes s'enthousiasment dans les quotidiens. Alors que les bas-côtés sont de l'Étoile à la place de la Concorde, de vastes et humides litières de crottins épaisses de plusieurs centimètres, la ligne centrale est complètement sèche, luisante, sans saleté, comme cirée par les caoutchoucs des automobiles. Les journalistes remarquent encore que malgré les 3200 cantonniers balayeurs et les 600 balayeuses hippomobiles qui chaque matin entretiennent la chaussée, on constate quand même un manque de propreté et un coût considérable. Il conclut que le jour où l'automobile remplacera le cheval, cela permettra de réaliser d'énormes économies. Le 15 février 1908, on lit dans le magazine La Vie au grand air que tous les fiacres qui relient la gare Saint-Lazare à la gare de Lyon sont enfin supprimés et remplacés par une ligne d'autobus fraîchement mise en place. Rappelez-vous, tout à l'heure je vous ai dit que le 20 février 1907, la loi autorisait les femmes à devenir cochers, dont Madame de Courcelles. 1 an et 3 mois plus tard, le 2 mai 1908, cette même Madame de Courcelles lâchait les rênes de sa bonne Gisèle et devenait la première femme chauffeuse de taxi automobile. Au 1er octobre 1910, il n'y a plus que 628 omnibus, 7559 fiacres et 3950 voitures privées avec chevaux qui circulent dans les rues de Paris. Le 1er avril 1911, la toute nouvelle association, les Amis de Paris, s'insurge. Pourquoi existe-t-il encore un tramway ridicule à un cheval entre Saint-Sulpice et Auteuil, l'un des quartiers les plus riches? Une honte! Que fait-on pour accélérer la mise en place de véhicules à moteur partout dans Paris? Au début de 1912, les 17 496 chevaux d'omnibus ne sont plus que 5 415 et leur nombre tombe à 628 à la fin de l'année. En janvier 1913, c'est le triomphe absolu du moteur sur les chevaux et c'est le dernier voyage du dernier omnibus hippomobile de Paris. Le journal L'Auto, soucieux d'encourager le développement de l'automobile, a organisé pour l'occasion une grande fête pour escorter le cortège funèbre auquel assistent 3000 personnes. 1 mois plus tard, dans l'illustration du 8 février 1913, des statistiques font état de 116 928 voitures automobiles qui circulent de 7h à 19h entre la rue de Rivoli, le boulevard de la Madeleine, le boulevard des Italiens, la rue Saint-Honoré et l'avenue de l'Opéra. C'est définitivement la fin de l'âge d'or du cheval à Paris. Et c'est amusant parce que quelques mois plus tard, la même association qui voulait le départ des chevaux faisait paraître tout un article contre le tintamarre des klaxons des automobiles qui devenait insupportable pour la population. Je vous remercie.